Euh, Merci l'Académie de m'avoir invité si gentiment pour parler de Michel Jouvet, qui est en effet un guide pour nous tous dans le sommeil. Moi, je suis parti un petit peu chez l'ennemi, enfin j'exagère un petit peu, mais je suis parti chez le docteur Dement, qui est un peu la contrepartie un peu plus clinique des recherches sur la médecine du sommeil. Et je me suis vite intéressé sur une maladie particulière qui s'appelle la narcolepsie, parce que la narcolepsie a fasciné le monde du sommeil depuis très longtemps. Beaucoup des maladies du sommeil, on n'a pas l'impression que c'est des maladies du sommeil. Il y a les apnées du sommeil, par exemple. Bon, c'est un peu un problème de tuyauterie, on a du mal à respirer pendant le sommeil. Alors que la narcolepsie, c'est vraiment depuis le début, depuis que ça a été décrit au 19e, ça a été considéré comme une maladie centrale où le sommeil est complètement abnormal, surtout le sommeil paradoxal. Donc c'est une maladie qui a fasciné tous les chercheurs dans le domaine du sommeil. Et je dois reconnaître que je me suis fait attraper aussi, parce que quand j'ai commencé à travailler sur cette maladie, je n'ai pas arrêté. Donc ce qui est très intéressant sur la narcolepsie, c'est qu'en fait c'est une maladie où on voit tout de suite qu'il y a une anomalie du sommeil paradoxal. En effet, les patients narcoleptiques sont fatigués tout le temps, ils s'endorment sans arrêt, c'est un de leurs problèmes, mais aussi quand ils s'endorment, ils vont très vite en sommeil paradoxal, au lieu de prendre à peu près 1h30 comme une personne normale. Je crois que Isabelle l'a évoqué. Généralement, on rêve à peu près 1h30 après s'être endormi, et puis ensuite on a un cycle de à peu près 90 minutes, on re-rêve de plus en plus longtemps, et on rêve beaucoup, surtout le matin, surtout le matin, on a des longs rêves, alors que des patients narcoleptiques, pour une raison qu'on ignorait complètement jusqu'à récemment, ils s'endorment directement au sommeil paradoxal, et parce qu'ils s'endorment directement au sommeil paradoxal, parfois ils s'endorment même, ou ils restent dans des états un peu transitoires, où ils sont à la fois éveillés et à la fois en sommeil paradoxal. Alors un exemple classique, que certains d'entre vous ont peut-être eu l'expérience, y compris les jeunes ici, ça s'appelle la paralysie du sommeil. C'est une paralysie, on se réveille d'un rêve, et comme durant le rêve on est paralysé, puisque vous l'avez entendu, c'est très important pour qu'on ne casse pas la figure à sa voisine, ou à sa femme, eh bien on se réveille, on est encore bloqué du sommeil paradoxal. Alors on est paralysé, puis on est réveillé, on ne peut pas bouger. Alors souvent c'est vraiment effrayant, on a l'impression même qu'il y a quelque chose comme un poids sur la poitrine, parce que en plus les muscles intercostaux sont paralysés aussi, et même s'ils ne sont pas essentiels pour respirer, heureusement on peut respirer, on sent comme un poids sur la poitrine, et donc c'est très stressant, et puis au bout d'un certain temps ça passe. Alors je suis sûr qu'il y a des membres de l'Académie qui ont des paralysies du sommeil, parce qu'à peu près 4% de la population a des paralysies du sommeil relativement régulièrement, donc c'est assez fréquent, mais c'est sans problème particulier. Mais les patients narcoleptiques ont ça énormément. Souvent, ils se réveillent, ils sont paralysés, ils ne peuvent pas bouger, ils commencent à essayer de parler un petit peu parce qu'ils essayent de même, et ils ne peuvent pas. Et puis, d'autres moments, ils s'endorment tellement vite en sommeil paradoxal quand ils sont très fatigués, ou alors quand ils s'endorment la nuit, que de temps en temps, ils commencent à rêver, mais ils sont encore à moitié réveillés. Alors, ça peut être vraiment effrayant. J'avais un patient, par exemple, il habitait à New York, et puis il regardait sur la rive de Hudson River, et puis il voyait des gens marcher, puis d'un seul coup, ils sont devenus énormes. Ou alors un autre patient qui racontait que toutes les nuits, il voyait quelqu'un, juste au moment de s'endormir, il voyait quelqu'un qui s'approchait pour l'étrangler. Donc, et ils ont vraiment l'impression que ça se passe, quoi. C'est des monstres, des choses comme ça qui se passent au moment où ils s'endorment ou quand ils sont très fatigués. Donc c'est des hallucinations, et de temps en temps on les prend un petit peu pour des fous, mais à la différence des schizophrènes par exemple, ils savent très bien que c'est pas vrai, quoi. Sauf que un rêve, je suis sûr que vous l'avez tous exprimé, certains des rêves sont tellement intenses qu'on a vraiment l'impression que c'est encore plus réel que la réalité. Je pense qu'on a tous eu des rêves qui sont tellement forts qu'on se réveille et on se dit mais c'est pas possible, on a encore le cœur qui bat, on se dit est-ce que ça s'est vraiment réalisé ou pas. Les patients narcoleptiques ont ça énormément, et de temps en temps même ils se réveillent et ils savent pas trop ce qu'ils ont rêvé, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, est-ce qu'ils ont vu leur mère qui est passée à la maison, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont rêvé. Donc il y a énormément de mélange entre le rêve et l'éveil. En plus ils ne dorment pas très bien.
Et ils ont un symptôme qui est très particulier, qui a été décrit dès le début. Et en fait, on pensait même que c'était un peu de l'épilepsie, parce que c'est très bizarre. Soudain, quand ils sont excités par quelque chose, et typiquement, c'est quand ils rigolent. Alors là, pourquoi ? On ne sait pas. Le rire est franchement humain, mais c'est surtout l'humour. C'est pas le rire, en fait, c'est quand quelque chose les fait marrer. Il faut que ça soit vraiment drôle pour eux. De dire une plaisanterie, c'est ce qui est le plus difficile pour un patient narcoleptique. Soudain, on ne sait pas pourquoi, ça déclenche la paralysie du sommeil paradoxal et ils commencent à tomber par terre et complètement paralysés, comme quand ils sont en sommeil paradoxal. Alors pourquoi l'émotion et certaines émotions, comme le rire ou l'humour, peut déclencher cette paralysie du sommeil paradoxal, on ne comprend pas très bien. Je devrais quand même mentionner qu'on a entendu le docteur Lupi qui a mentionné que les systèmes limbiques émotionnels sont très activés pendant le sommeil paradoxal. Donc il y a peut-être une espèce de connexion anormale qui se produit chez ces patients. Et en effet, par exemple, vous allez voir une vidéo ici, c'est un patient italien. Et il est en train de rigoler, il raconte, en fait, c'est un ancien boxeur, il raconte une bêtise, et puis bon, d'un seul coup, hop, il trouve ça vraiment très drôle, hop, il est paralysé, et pouf, il s'écroule, et vous voyez, il n'a plus du tout de tonus musculaire, mais par contre, il sait tout ce qui se passe, il est complètement réveillé, mais il peut pas bouger. En fait, il va même essayer de bouger, mais il ne peut pas. Donc c'est en fait encore une anomalie du sommeil paradoxal, où le patient est complètement réveillé, mais la paralysie du sommeil paradoxal s'est déclenché. Alors on ne connaissait pas du tout la cause de cette maladie, ce n'est pas une maladie très très fréquente, mais c'est une maladie qui atteint à peu près une personne pour 2000, donc ce n'est pas si rare que ça. Et ça commence normalement chez les enfants ou à l'adolescence. En fait, certains pensent que c'est une plaisanterie, mais en fait, c'est une maladie assez grave parce que souvent les gens gagnent énormément de poids, par exemple, parce que d'un seul coup, ils ne peuvent plus travailler, ils peuvent plus, ils dorment tout le temps. Et souvent, bon, en fait, c'est assez grave, surtout chez l'enfant. Et on les traite maintenant avec des amphétamines. Vous savez tous, les amphétamines, ça aide à rester réveillé. On les force à dormir plus la nuit en leur donnant des espèces d'anesthétiques, en particulier une drogue qui s'appelle le GHB, qui a été inventée par un Français d'ailleurs, Henri Laborit, qui est la première personne qui a découvert aussi les neuroleptiques. Et c'est une vieille drogue, mais on le donne pour les faire dormir très profondément. Et on leur donne aussi des antidépresseurs. Pourquoi ? Parce que les antidépresseurs, ça supprime le sommeil paradoxal, le rêve. Donc en conséquence, en fait, ça supprime aussi la cataplexie et certains des mauvais rêves. Et en fait, d'ailleurs, les antidépresseurs parfois peuvent causer du REM Behavior Disorder qui a été décrit par Isabelle. Donc ça affecte beaucoup le sommeil paradoxal. Alors, on ne savait pas très bien quand j'ai commencé à travailler sur la narcolepsie, on ne connaissait rien, ce qui est un bon départ, généralement c'est ce qu'il faut faire. On essaye de trouver pourquoi j'ai décidé de travailler sur la narcolepsie. Bon, c'est pas très compliqué, c'est parce que d'abord, beaucoup de gens comme moi pensaient que c'était une clé pour comprendre quelque chose de vraiment nouveau sur le sommeil, parce que c'est la seule maladie où le sommeil est complètement bousillé et on ne savait pas du tout pourquoi. Alors on savait quand même et la deuxième chose, c'est que c'était pas si rare. Et puis je suis un médecin après tout, et moi j'aime bien m'occuper des patients. Et en fait, je vois des patients narcoleptiques, et bon, j'aime bien l'aspect humain encore de voir des patients avec la maladie sur laquelle je travaille. Et puis il faut dire que bon, maintenant je suis un peu héros pour eux, donc c'est encore mieux parce que bon, on se sent vraiment bien de ce qu'on a fait. Donc, ce qu'on savait à l'époque, quand j'ai commencé à travailler sur la narcolepsie, c'est que la narcolepsie, on avait trouvé un gène qui semblait prédisposé à la narcolepsie, et alors on ne comprenait pas du tout pourquoi. C'est un gène du système immunitaire, un gène HLA. Le gène HLA, d'ailleurs, a été nommé par un autre Français, Dosset, qui est un gène très particulier du corps humain, parce que la plupart des gènes, ils sont pareils chez tous les hommes, parce qu'ils ont une fonction, il faut qu'ils aient la même séquence, sinon ils ne marchent pas. Mais le HLA, c'est un gène vraiment particulier, parce qu'il est très différent d'une personne à l'autre, donc il est ce qu'on appelle polymorphique. Donc chacun d'entre nous, on a des HLA très différents, et en fait, c'est pour ça qu'en fait, ça a été d'ailleurs découvert comme quelque chose de très important pour la transplantation. Initialement, c'est comme ça qu'ils ont été découverts. Quand on fait des transplants, il faut essayer de matcher HLA, sinon on rejette le transplant parce que la séquence du transplant est tellement différente au niveau HLA qu'on reconnaît ça comme étranger. Mais en fait, évidemment, ce n'est pas la fonction des HLA, parce que la sélection naturelle n'a pas opéré sur la transplantation,
la véritable fonction d'HLA, elle est en fait assez compliquée. C'est une fonction immunitaire et en fait, j'essaye de montrer, mais en fait, si j'ai le... Oh, voilà. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Oui, bon, ça marche. Et en fait, l'HLA, il y a tous ces polymorphismes, tout ce qui différencie un HLA de l'autre, c'est tous des aminoacides dans cette structure qui, en fait, fixent des morceaux de virus et de bactéries pour déclencher une réaction immunitaire contre le virus et la bactérie. Alors, vous allez dire pourquoi les gens ont des séquences différentes dans ces protéines. Eh bien, en fait, c'est très malin parce que de cette façon, si vous avez HLA DR2, par exemple, ou un certain HLA, vous allez fixer un certain peptide, vous allez faire une réaction immunitaire contre un bout du virus, mais par contre, si vous avez un autre HLA, vous avez sélectionné un autre peptide qui va se fixer différemment sur cet HLA du virus, et de cette façon, vous l'avez monté une réponse immunitaire contre un autre bout du virus, et de cette façon, nous, comme population, on est mieux protégés contre une infection, parce que, bien sûr, si on se concentrait que sur la même partie du virus, eh bien, il suffirait que le virus mute, et puis on mourrait tous. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé probablement avec les Indiens, quand ils ont été infectés par les maladies humaines, ils étaient restés isolés pendant longtemps, ils avaient relativement peu d'HLA, peu de diversité, et c'est probablement une des raisons pour laquelle il y a eu tant de morts quand les maladies du Nouveau Monde sont venues, de l'Ancien Monde sont venues dans le Nouveau Monde. Alors, la raison, vous allez me dire, c'est une longue introduction, mais alors quel est le rapport avec la narcolepsie? En fait, il y a d'autres maladies qui ne sont pas infectieuses, mais qui s'appellent auto-immunes, où c'est des maladies où on détruit son corps soi-même, on confond en fait un virus, une bactérie avec une part de soi-même. Au lieu de savoir que c'est soi-même, on commence à le détruire comme si c'était un virus. Ça s'appelle des maladies auto-immunes. Une maladie classique auto-immune, c'est le diabète type 1, ou c'est une maladie où en fait on détruit les cellules qui produisent de l'insuline, et peut-être que vous connaissez des gens qui doivent avoir des injections tout le temps pour remplacer leur insuline. C'est parce que le système immunitaire a fait une bêtise et il commence à attaquer les cellules qui produisent l'insuline, et après ça c'est fini vous avez besoin d'insuline toute votre vie. Je vois qu'il y a Jean-François Bach qui connaît bien ça, pour sûr. Et alors la narcolepsie, et ces maladies-là qui sont auto-immunes, elles sont souvent associées avec ces gènes particuliers HLA. Donc quand ça avait été découvert, tout le monde s'était dit c'est probablement une maladie auto-immune. La cause de la narcolepsie, c'est qu'il se passe quelque chose dans le corps, une infection, et puis on commence à se battre contre cette infection, et on confond l'infection avec quelque chose dans le cerveau qui est très important pour le contrôle du sommeil, et puis finalement on détruit cette région et on développe la narcolepsie. Et en fait, vous allez voir, c'est exactement ce qui se passe. Et donc la narcolepsie chez l'homme, c'est pas une maladie purement génétique. Les maladies auto-immunes, en fait, souvent il y a une partie génétique. On est prédisposé, mais ce n'est pas suffisant d'avoir les gènes, comme les gènes HLA par exemple, pour développer la maladie. Il faut en plus rencontrer un certain virus ou une bactérie ou quelque chose qui déclenche la maladie. C'est pour ça que quand on prend par exemple des jumeaux, eh bien souvent il y en a un qui a la narcolepsie et pas l'autre. Donc ça correspondait bien à une maladie auto-immune, due au fait qu'il y avait cette association HLA, mais personne ne pouvait trouver qu'est-ce qui était détruit dans le corps à cause de cette maladie auto-immune. Alors, quand je suis arrivé à Stanford, Dr. Demant avait découvert des chiens narcoleptiques. Alors, vous allez me dire comment on peut savoir que des chiens sont narcoleptiques, parce qu'ils dorment tout le temps. Bon, en fait, la façon dont on reconnaît les chiens narcoleptiques, c'est quand on ne peut pas les faire rigoler, mais quand on les fait jouer ensemble ou on leur donne de la nourriture. Vous avez des chiens, ça vraiment, la nourriture, ça marche super bien. Ils s'excitent et puis boum, ils tombent paralysés. Exactement comme les hommes quand ils sont en train de rigoler. Alors ici, par exemple, c'est des chiens qui sont en train de la même lignée, qui sont en train de jouer ensemble. Et vous voyez, ils sont en train de rigoler. Enfin, je veux le dire, ils sont en train de jouer ensemble. Et c'est des membres de la même famille. Vous voyez, boum, il y en a un déjà qui est complètement paralysé, là. Boum, le second, le troisième, et ça y est, ils sont tous paralysés, exactement comme ce que je vous ai montré chez l'homme. Sauf que là, c'est l'excitation de jouer ensemble qui produit la cataplexie, ce symptôme de paralysie qui ressemble à l'atonie musculaire. Et puis, ça revient, bien sûr, très facilement. Donc, c'est exactement comme la maladie humaine, mais ce qui était différent de la maladie humaine, c'était que c'était purement génétique. Je
vous ai expliqué, chez la maladie humaine, c'était un peu compliqué, ça avait l'air auto-immun, il y avait ce gène HLA qui semblait très important pour les maladies auto-immunes, peut-être détruit, quelque chose qui est détruit dans le cerveau, qui produit tous ces symptômes, une région du cerveau, mais là, c'était purement génétique, donc il devait y avoir une lésion génétique quelque part qui pouvait produire exactement les mêmes symptômes, mais donc d'une façon différente. Alors ça, c'est vraiment le travail que j'ai fait pendant 10 ans, qui était un petit peu, je dois reconnaître que beaucoup de gens ont dit que j'étais complètement fou, et c'est vrai que c'était un peu fou à l'époque. Ce que j'ai fait, c'est qu'on a croisé des chiens narcoleptiques avec des chiens qui n'étaient pas narcoleptiques, et on a fait des familles de chiens narcoleptiques qu'on adoptait, et puis on prenait du sang, on regardait ceux qui développaient la narcolepsie, ceux qui ne développaient pas la narcolepsie, on croisait, et puis on a essayé de suivre toutes ces familles et d'essayer de trouver le gène qui produit la narcolepsie chez ces chiens. En fait, je peux vous dire, c'est pas une opération, parce que essayer de croiser des chiens narcoleptiques qui tombent paralysés à chaque fois qu'ils s'excitent, c'est pas toujours facile, mais bon, ça marchait quand même. Et au bout d'un certain temps, on a fini par avoir le gène, mais ça a pris du temps. Mais en fait, c'était très stressant parce que jusqu'à ce que vous avez le gène, vous n'avez rien du tout. Donc c'est comme une recherche. Vous essayez de trouver le chromosome, et puis ensuite la région du chromosome, puis ensuite la ville, la cité, etc. C'est très très stressant. Et puis finalement, on a trouvé ce gène qui est muté chez ces familles de chiens. Alors on avait des Doberman, des Labrador et des Tekel. Et cette famille avait 3 mutations différentes dans le même gène, qui était en fait un récepteur pour un neurotransmetteur, un de ces produits comme la norépinéphrine, la dopamine dont vous avez entendu parler, qui est très important pour le contrôle du sommeil, mais celui-là, il s'appelait l'hypocrétine ou l'orexine. Alors je suis désolé, ça a 2 noms, parce qu'il y a 2 personnes qui l'ont découvert en même temps. Il y en a un qui l'appelle, c'est un peu comme la norépinéphrine et la noradrénaline, c'est la même chose, orexine ou hypocrétine. C'est d'ailleurs 2 noms qui sont complètement idiots, parce que orexine, ça veut dire manger plus, alors que ça n'a rien à voir avec l'appétit. C'est parce qu'au début, quand ça a été découvert, ils ont pensé que c'était important pour l'appétit, anorexis, orexis, donc ils pensaient que ça augmentait l'appétit. En fait, ça ne fait pas grand-chose sur l'appétit. Et en plus, l'autre, il l'a appelé apocrétine, parce que c'était dans l'hypothalamus, vous allez voir, dans une région particulière du cerveau, et seulement là que toutes ces cellules qui produisent ce peptide sont là. Et malheureusement, c'est l'hypothalamus et hypocrétine, mais vous savez ce que c'est qu'un crétin aussi, c'est pas terrible. Alors un petit crétin, c'est pas non plus génial, mais bon, on est un peu bloqué avec apocrétine et orexine, et puis bon, j'ai pas très envie de l'appeler narcoleptine, parce que ça prendrait encore plus de chaos. Mais donc en fait, ce qu'on avait trouvé, c'est que chez les chiens narcoleptiques, il y avait le récepteur pour ce produit, ce peptide qui avait été juste découvert 1 an avant qu'on découvre la cause de la narcolepsie, qui s'appelle orexine-apocrétine, qui était bousillé, et c'est pour ça que les gens avaient la narcolepsie. Alors, comme je vous ai dit, au début, on pensait que ça contrôlait l'appétit, et c'est pour ça qu'ils avaient été appelés orexine, mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que toutes les cellules qui produisent ce produit, cette hypocrétine-orexine, elles sont toutes bien à un endroit du cerveau, qui est l'hypothalamus. Alors c'est un petit peu au-dessus des régions de Jouvet qu'il a décrit, qui contrôlaient le sommeil paradoxal, mais comme vous allez le voir, en fait, et ce n'est pas quelque chose de détaillé dans mon topo, mais c'est une région qui contrôle beaucoup de ces noyaux plus bas qui génèrent le sommeil paradoxal. Et aussi, ça contrôle d'autres régions de l'éveil, c'est comme une espèce de super noyau qui contrôle beaucoup d'autres noyaux qui sont impliqués dans l'éveil et dans le sommeil paradoxal. Alors ça s'appelle orexine ou hypocrétine. Et bien sûr, chez l'homme, ce qu'on a découvert, c'est que ce n'est pas la même chose que chez le chien. On savait déjà au début que c'était probablement une cause différente, puisqu'il y avait cette association HLA, c'était probablement, mais peut-être auto-immun, à cause de cette association HLA. Et là, bon, j'espère que certains d'entre vous feront une découverte comme ça dans votre vie, mais quand on a un jour pris du liquide céphalorachidien en faisant une ponction lombaire pour essayer de récupérer du LCR qui vient du cerveau, parce que il fallait mesurer l'hypocrétine n'est que produite dans le cerveau, et on a découvert que quand on mesure l'hypocrétine, donc le peptide qui est normalement libéré, qui active les récepteurs,
eh bien, chez les patients narcoleptiques, c'est complètement zéro, c'est complètement manquant, alors que vous voyez, les gens normaux, c'est facile à mesurer. Et en fait, on l'utilise maintenant comme test diagnostique. Quand on a des cas difficiles, eh bien, on fait une ponction lombaire, et puis on m'emmène les résultats dans mon labo, et puis je le mesure, et si c'est zéro, ben, je sais qu'il a la narcolepsie. Et puis on a pu regarder aussi dans le cerveau post-mortem, et vous voyez que quand on regarde les cellules qui produisent l'hypocrétine, eh bien, ils sont complètement manquantes chez les patients narcoleptiques. Ça encore, c'est un bon signe d'une bonne découverte scientifique quand on n'a pas besoin du tout de statistiques. Là, il n'y a pas de problème, c'est présent ou pas présent. Et vous voyez, c'est vraiment très spécifique parce que si on regarde des cellules juste à côté, par exemple celles qui produisent le MCH, dont Barbara a parlé, eh bien, elles sont complètement normales. Donc c'est vraiment spécifique, c'est comme si quelque chose était venu et avait tué uniquement ces cellules et pas celles-là. Et qu'est-ce qui fait ça de façon si sélective? Eh bien, c'est le système immunitaire. Donc ça correspondait tout à fait avec l'idée que c'était auto-humain. Et en effet, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas comme les chiens. C'est pas le récepteur qui est cassé, et c'est pas une déficience génétique, c'est plus le ligand, ce qui est libéré par ces neurones, qui manque. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que on n'aurait pas pu remplacer le récepteur. Mais par contre, remplacer la drogue comme remplacer l'insuline, eh bien ça, c'est peut-être faisable. Et en fait, maintenant, je vais vous montrer à la fin de mon topo, ce qui est vraiment excitant pour moi, c'est qu'en effet, il y a déjà des drogues qui sont maintenant développées, qui ont l'air de remplacer l'hypocrétine et qui, à mon avis, vont être potentiellement des nouveaux traitements pour la narcolepsie et peut-être d'autres problèmes de réveil. Donc, la prochaine question après ça, bon, c'est peut-être que c'est auto-humain, mais comment ça marche exactement? Alors, c'est là où peut-être j'étais un peu encore, je ne sais pas pourquoi je suis parti dans cette direction, mais moi, je suis ce que la nature me montre. Je ne suis pas un immunologiste, je ne suis pas un généticien, j'étais un pharmacologiste. Et puis, j'ai commencé à travailler un peu sur la génétique et l'immunologie parce que c'était la façon de répondre à la prochaine question. Et la première chose qu'on peut faire, c'est on peut faire de la génétique. Je vous ai dit que j'ai trouvé le gène de la narcolepsie chez le chien en faisant de la génétique. Et moi, j'adore la génétique parce que c'est qualitatif, beaucoup plus qualitatif. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu les pensées de Pascal avec l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Bon, mais c'est vrai que l'avantage de la génétique, c'est beaucoup plus près de l'esprit de géométrie parce qu'on trouve quelque chose, c'est vraiment ça. Alors que, bon, il y a d'autres types de sciences, comme la sérotonine et son rôle dans la dépression, ça reste, on ne sait toujours pas très bien, on sait qu'il y a quelque chose, mais ça reste un petit peu plus nébuleux. Alors, la génétique, ce qui est bien, c'est qu'on trouve des gènes, et c'est comme ça que j'ai trouvé le récepteur pour l'hypocrétine. Donc, j'ai continué chez l'homme, mais chez l'homme, comme c'est compliqué, il faut beaucoup de cas et de contrôles, et on scanne tous les chromosomes avec des techniques qui s'appellent GWAS, et ça nous permet de vous donner des idées des gènes qui sont impliqués dans la cause de la narcolepsie humaine. Ce n'est pas des facteurs génétiques très importants, parce que je vous ai dit, il faut aussi des choses qui déclenchent la maladie, mais ça vous donne une idée du type de gènes qui sont impliqués. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est l'HLA, qui est très important pour le système immunitaire, et en fait, les autres gènes qui semblaient très importants, c'était les T-cell récepteurs. Et ça, c'est vraiment une surprise, parce que normalement, HLA, donc comme je vous l'ai dit, c'est un récepteur qui fixe des bouts de peptides, de virus, de bactéries, et ensuite c'est reconnu par des cellules qui s'appellent les cellules T-cell, qui ont des récepteurs particuliers, qui s'appellent les TCR, et qui reconnaissent le complexe, et qui font, à ce moment-là, une réaction immunitaire contre le bout du virus. Donc ça correspondait complètement à une maladie auto-immune, ou une maladie immunologique. Emmanuel, et il y avait... Oui, il faut... 2 minutes. OK. Donc, il y avait aussi un effet très profond sur le récepteur qui est impliqué dans la grippe. Donc, on pensait qu'il y avait peut-être une association avec la grippe. Et en effet, on avait trouvé que la narcolepsie se déclenchait souvent le printemps ou l'été, qui était typiquement peut-être quelques mois après une grippe. Donc, on a commencé à penser que c'était la grippe qui produisait la narcolepsie. Et en effet, on a trouvé que, en particulier, il y a un truc qui a un peu effrayé les gens. C'est en 2009, il y a eu une nouvelle grippe qui a été déclenchée, qui est la grippe, je ne sais pas si vous vous souvenez, la grippe porcine. Et en effet, ça a déclenché beaucoup de cas de narcolepsie. Alors, on a mis l'hypothèse que peut-être à cause des effets génétiques, il y avait certains types de T-cell récepteurs qui étaient impliqués,
qu'on marquait avec la génétique, qu'il y avait ce particulier HLA qui était impliqué, que peut-être il y avait une confusion d'un morceau du peptide d'un virus, de H1N1, de la grippe, et qui était confondu avec quelque chose sur les cellules hypocrétines. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé, en fait, à la fin. On a trouvé qu'il y avait un bout de l'hypocrétine qui ressemblait exactement à un bout du virus H1N1 de la grippe, et qu'en fait, il y avait des récepteurs TCR qui reconnaissaient cette exacte séquence en confusion. Donc en fait, c'est le même récepteur. En fait, le HLA, il fixe un bout du virus qui ressemble à un bout de l'hypocrétine, et les mêmes T-cells se trompent, et au lieu de détruire le virus, elles détruisent les cellules à hypocrétine. Donc en fait, à la fin, c'est une maladie auto-immune. On est d'abord infecté par le virus, par la grippe. On commence à trouver des moyens d'attaquer le virus, et puis on se trompe entre le virus et l'hypocrétine, et on attaque les cellules hypocrétines, et à la fin, on n'a plus d'hypocrétine. Alors la bonne nouvelle, c'est que on a maintenant un moyen de mesurer les cellules qui réagissent aux hypocrétines anormalement. Donc peut-être qu'on va avoir des moyens de diagnostiquer la maladie avec des tests sanguins. Le deuxième bonne nouvelle, c'est que maintenant il y a des méthodes pour remplacer l'hypocrétine. C'est qu'il y a des nouvelles compagnies pharmaceutiques qui ont réussi à trouver des composés qui peuvent rentrer dans le cerveau et mimiquent l'effet des hypocrétines. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle des agonistes, et ça devrait être comme l'insuline pour les patients qui n'ont pas d'insuline. Donc on pense que vraiment c'est très excitant le futur. J'ai dit que je pense que c'est presque réglé la narcolepsie, mais je pense que c'est vrai parce que on sait que la cause de la narcolepsie, c'est cette absence de cellules qui a l'hypocrétine, qui produit l'hypocrétine ou l'orexine. On sait que c'est la grippe qui déclenche le système immunitaire et qu'il y a une confusion entre certains morceaux de la grippe et l'hypocrétine, qui ensuite détruit les cellules à hypocrétine. Donc on a des moyens peut-être maintenant de commencer à diagnostiquer la maladie avec des tests sanguins, en isolant les cellules et en voyant celles qui réagissent à l'hypocrétine, au lieu de faire des ponctions lombaires ou des tests de sommeil. On pense que peut-être on peut modifier la vaccination de la grippe pour enlever les morceaux qui sont dangereux pour la narcolepsie, pour éviter que la narcolepsie se produise. Et de cette façon, on pourra peut-être une mesure préventive contre la maladie. Et puis finalement, maintenant, on peut peut-être même remplacer l'hypocrétine elle-même pour les gens qui ont déjà détruit leurs cellules et qui ont la narcolepsie à vie. Donc c'est extrêmement excitant. Et bien sûr, je dois reconnaître que ce sont mes deux mentors. Bien sûr, Michel Jouvet qui a toujours insisté qu'il fallait faire de la recherche fondamentale. Et comme vous le voyez, j'ai été chercher les gènes, j'ai fait de l'immunologie. Il faut vraiment chercher la cause des choses. Au milieu aussi. C'est des moi, alors ça, c'est les géants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils étaient vraiment gigantesques. Ils sont tous très hauts, tout. Et puis moi, je suis un peu le nain au milieu. Et donc ça, c'est Dement. Et puis Jouvet. Et bien sûr, sans eux, j'aurais jamais même songé étudier les maladies du sommeil, et j'en suis redevable. Merci. Magnifique, merci. Tout le monde aura remarqué la cravate exceptionnelle d'Emmanuel Mignot. Nous sommes un peu en retard, Emmanuel. Nous avons la possibilité d'avoir quelques questions. Jean-François Bach. Oui, il faut d'abord féliciter Emmanuel Mignot parce que ce qu'il nous a raconté est une histoire absolument extraordinaire et assez unique en pathologie. Et il faut vraiment le féliciter. Moi, j'avais un commentaire et une question. Le commentaire, c'est l'association au HLA, elle est remarquable, mais elle est d'autant plus remarquable que c'est presque une liaison obligatoire. Je veux dire que, à ma connaissance, et vous êtes là pour me dire le contraire éventuellement, mais le pourcentage des patients qui ont l'association avec le HLA est considérable, supérieur à 90-95, ce qui n'est vu avec aucune autre maladie auto-immune. Donc il y a quand même quelque chose de particulier. Pourquoi cette maladie est tellement associée à un HLA particulier? Parce que même le diabète que vous citez, il y a une association avec le HLA qui est très forte, c'est une des maladies auto-immunes, elle est la plus forte, et pourtant c'est pas aussi marqué. Puis ma question est, si c'est une maladie auto-immune, il y a des traitements dans les maladies auto-immunes qui touchent le système immunitaire. Est-ce que vous avez pensé à utiliser ces traitements? Oui, bien sûr. Alors la première question, je vais être complètement honnête. En recherche, il faut être persistant, mais il faut avoir du bol. Il
faut avoir de la chance. La chance, c'est au moins 10 fois plus important que tout le reste, y compris l'intelligence. Et par exemple, là, il se trouve que cette maladie, elle est vraiment très simple. Il semble que ça soit un HLA. D'abord, la grippe, c'est international. La grippe, elle touche toutes les personnes dans tout le monde et c'est la même grippe toutes les saisons. Donc en fait, c'est un coup de chance parce que c'est le même facteur déclenchant probablement pour toutes les ethnies. Et en fait, on trouve exactement les mêmes associations génétiques qu'on aille en Chine, au Japon, en France, en Amérique, c'est toute la même chose. Donc, il y a une homogénéité de la cause environnementale qui est remarquable, alors que probablement pour d'autres maladies auto-immunes, surtout quand on va dans des pays différents, il y a peut-être des facteurs, c'est mon hypothèse, des facteurs déclenchants différents qui se lient avec des HLA différents, qui à ce moment-là reconnaissent des TCR différents, qui ont beaucoup plus de variété, et à ce moment-là, ça devient très difficile à détecter, alors qu'ici, on a beaucoup de chance, c'est un facteur déclenchant, un épitope particulier de l'hypocrétine qui, by the way, je ne l'ai pas mentionné, mais une des raisons pour laquelle ce région de l'hypocrétine est attaqué, c'est que c'est un épitope qui est amidé, et on sait maintenant que les modifications de peptides, ça rend souvent les molécules naturelles plus immunogéniques et plus à risque pour les pertes de tolérance. Et donc, je pense que c'est vraiment uniquement de la chance, quoi. Que c'est un facteur déclenchant et un HLA, et c'est tout. Là, je dois reconnaître. Et en plus, c'est encore de la chance que ça soit que les hypocrétines, parce que par exemple, on a entendu la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est un syndrome qui est quand même assez stéréotypé. Les gens relativement stéréotypés, mais ça a 20 gènes différents qui peuvent mettre la même cause, et la lésion des dopaminergiques. Là, c'est une cause qui semble produire cette lésion. Donc c'est vraiment, je dois reconnaître qu'il y a un coup de chance extraordinaire. C'est un des seuls cas où on peut aller vraiment de la molécule à la fonction.